d'accord. C'est trop compliqué dans le sens où les gens, ils sont pas forcément. Je crois qu'on est en direct. Hmm. Attends, عزيز عزيز oui, oui. يلا تفضل علي Merci beaucoup. علي تبارك الله عليكم Yalla, shukran. Je crois qu'on est en direct. عزيز عزيز يلا تفضل علي Bonsoir tout le monde. On revient encore une deuxième fois avec une nouvelle intervention. Cette fois-ci, ça va être un petit peu à la méthode française. On a l'occasion, le plaisir d'accueillir avec nous ce soir un conseiller technique fédéral qui travaille pour le comité de basket de la Creuse. C'est en l'occurrence le coach Florian Serafini. Il va nous faire le plaisir d'une intervention sur la catégorie U11 pour compléter un petit peu notre cycle de formation. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je te dis bonsoir Florian, le terrain est le tien. Vas-y, on vous écoute avec grande attention. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je remercie Aziz et puis toute la structure qui me permet d'intervenir aujourd'hui avec vous. Donc, oui, donc, comme il l'a dit, je m'appelle Florent Serafini. Je suis conseiller technique actuellement pour le comité de la Creuse. Et puis, je vais essayer de faire une petite intervention donc, sur la thématique de la catégorie U11. Voilà. Donc, je commence par vous présenter le plan de l'intervention. Donc, je vais me présenter très rapidement, hein, sincèrement, voilà, en toute humilité. On va parler des caractéristiques de la catégorie U11. On enchaînera du coup derrière avec les incontournables basketball cette fois-ci. On va enchaîner sur une école de la vie quand on est sur les catégories jeunes comme celle-ci. Voilà, donc déroulé de plan, type d'exercice à développer, problématiques et astuces que je peux vous apporter. Et puis l'expertise terrain. Et puis je vous remercierai. Et je donnerai mes coordonnées pour celles et ceux qui veulent rentrer en contact avec moi. Voilà. Donc, comme je le disais, donc Florent Serafini, j'ai 26 ans, donc je suis conseiller technique fédéral depuis septembre de cette année. Je suis également gérant de la société Connexion Sport, voilà, donc qui est une entreprise basée sur essentiellement du coaching sportif, mais qui également s'est développée lors du premier confinement en visio. Donc, on a reçu des coachs venant de tout horizon, des joueurs professionnels, des joueurs moins professionnels, enfin voilà, tout ce qui est acteur de la balle orange et qui nous permet de pouvoir échanger et d'avancer ensemble pour notre pratique. Voilà. Rapidement, voilà mon petit parcours. J'ai commencé en tant que joueur à Fréjus, je ne l'ai pas marqué parce que mon parcours que j'ai noté ici, c'était le parcours en tant qu'entraîneur. Mais j'ai commencé à Fréjus dans le Var et puis j'ai enchaîné ensuite toujours sur la Côte d'Azur, au Canet, dans les Alpes-Maritimes, où j'ai commencé mes premières classes et où essentiellement j'ai eu les catégories U7, U9 et U11 dans un premier temps, avant de basculer sur des U15 filles régionales. Je suis parti ensuite dans la Drôme, voilà, donc à Bourg-de-Péage, donc c'est dans la Drôme, donc dans le 26, c'est un peu plus au nord que la Côte d'Azur, mais c'est encore dans le sud. Donc là où j'ai également eu les U11, j'ai été intervenant sur le comité de basket et également donc plusieurs CTC, des clubs, salariés de clubs. Et essentiellement, j'ai eu pas mal de jeunes catégories. Et puis j'ai eu la chance d'être deuxième assistant sur une nationale 3 masculine lors de la saison 2018-2019. Et cette année, je suis coach principal d'une pré-nationale féminine. Mais en tant que conseiller technique fédéral, je suis toujours sur les jeunes catégories U11 et U13. Voilà pour le bref parcours. Donc, pour commencer l'intervention, on va commencer donc avec les caractéristiques de la catégorie U11. Pour moi, aujourd'hui, les incontournables sur cette catégorie-là sont courir, que les gamins apprennent, que les enfants s'amusent et évidemment les fondamentaux individuels qui vont leur permettre de se construire tout au long de leur parcours afin d'arriver sur les catégories seniors et pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitent. Voilà. Donc, on va commencer par l'incontournable qui est courir. Donc, déjà, pour démarrer, en préambule, les enfants, de toutes les manières, sont nés pour courir. Voilà. À l'école, ils jouent à la marelle, ils jouent au foot, ils jouent au volleyball, ils jouent au basketball. Ils sont toujours en train de bouger. Et donc, par définition, l'enfant est capable de courir dès son plus jeune âge. Donc, dans chacune de nos séances, il y a un rapport avec la course dense. C'est-à-dire qu'il ne faut pas basculer dans la course pure et dure, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander de faire des tours de terrain en continuité et les faire absolument courir dans tous les sens juste pour les faire courir.
Mais à chaque fois qu'on va essayer de faire courir les enfants, on va leur déjà essayer de les former. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre à avoir la bonne technique de course, les bonnes attitudes. On va surtout leur donner un ballon pour essayer de les faire progresser avec le ballon. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un volume de course assez dense sur la séance et d'avoir le moins d'arrêts possible, de manière à ce que l'enfant puisse se faire plaisir et surtout se développer physiquement et techniquement. Voilà. Si on demande au gamin de courir toute la séance, ce qui va se passer, c'est qu'il va éprouver aucun plaisir et donc il va rapidement décrocher de l'activité et c'est là où on a une perte de licence. Voilà. Donc des exemples pour appuyer le propos, il y a le loup glacé avec ballon, il y a le poule renard vipère basket, il y a un travail d'appui, des travails de course avec des slaloms, mais toujours avec un ballon. Et c'est pour ça que quand on a ces jeunes catégories, il faut qu'ils aient toujours un ballon à la main pour pouvoir s'y faire et développer les habiletés motrices. Voilà. Comme je t'explique dans le PowerPoint, tout ce que je vous présente et ce que je fais moi en tant qu'entraîneur sur les terrains, c'est toujours beaucoup de travail avec ballon, parce que courir c'est bien, mais avec un ballon c'est mieux. Voilà. Donc je vous ai pris un exemple d'exercice. Donc là, comme j'ai cité au préalable, donc c'est le poule renard vipère basket, pardon. C'est ce qui va permettre le développement athlétique et puis un petit peu de stratégie, voilà, athlétique, physique, psychologique, l'aspect stratégique qui va rentrer en jeu également. Puis l'aspect technique, forcément, puisqu'ils vont avoir un ballon qui rentre en jeu. Donc, succinctement, je vais vous expliquer les règles. Je ne vais pas tout lire parce que vous aurez le PowerPoint à la fin et vous pourrez le refaire. Donc, on part du principe du poule renard vipère. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 3 équipes. Ces 3 équipes-là sont composées donc, de 3 à 7 ou 8 joueurs. Et chaque camp, en fait, doit manger une autre personne. C'est-à-dire que ça va développer l'esprit de compétition, le fait de vouloir toucher quelqu'un, le fait de vouloir emprisonner quelqu'un. Et c'est ce qui va permettre de développer cet aspect stratégie. Et l'aspect physique va être développé car il va y avoir tout le terrain qui va être utilisé. Et c'est ce qui va nous permettre de développer le gamin tout en s'amusant. Voilà. Et c'est ça le principe, c'est qu'on va développer l'enfant tout en s'amusant. Et ça va être la ligne directrice de notre intervention de ce soir. Voilà. Donc, pourquoi rajouter des ballons? En fait, le poule renard vipère s'effectue normalement sans ballon. Chaque camp doit éliminer quelqu'un. C'est-à-dire que les renards doivent capturer les poules doivent capturer les vipères, et les vipères doivent emprisonner les renards. Voilà. On rajoute des ballons, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un des garçons ou des filles a touché quelqu'un, il va chercher un ballon et doit ramener l'enfant qu'il a attrapé dans son camp avec un ballon. Ce qui va développer également cet aspect basket. Voilà. Quand un joueur est délivré, parce que pour délivrer son partenaire, il faut venir le toucher, lui taper dans la main. Et pour pouvoir le délivrer, l'enfant qui a été touché, qui a été délivré, va revenir dans le rond central avec son ballon. Donc, on va développer l'aspect psychologique, l'aspect physique, l'aspect technique et l'aspect surtout de la lecture de jeu. Donc, être capable de ramener son ballon sans se faire percuter par un adversaire et être en capacité de pouvoir continuer de jouer. Voilà. Donc, ça, c'était un des exemples. J'en ai cité quelques-uns avant. Mais voilà, donc il y a plein d'exercices. Sincèrement, il y a des choses qui sont très bien faites maintenant sur Internet et dans les livres. N'ayez pas hésité à se rapprocher des éducateurs sportifs qui sont, ou des éducateurs qui sont dans les centres de loisirs qui nous montrent beaucoup de jeux à faire avec des enfants et ne pas hésiter à les adapter au basket. Voilà. La deuxième caractéristique, comme je le disais, c'était d'apprendre. Donc, l'apprentissage est un processus qui n'a de sens que face à la situation de changement. Voilà, donc j'ai mis une petite citation de Jean Piaget, une de ses œuvres qui est La psychologie de l'enfant. Donc, lui, il explique que, en fait, pour apprendre, il faut savoir s'adapter aux nouveautés. Voilà. Donc, on va partir de ce postulat-là, c'est-à-dire que pour pouvoir apprendre, il va falloir toujours être dans des situations ludiques et surtout des situations qui vont constamment changer. Voilà. Donc, on a fait une partie sur les valeurs que les enfants devront assimiler à travers le comportement. Donc, on le verra un peu plus tard dans la soirée. Pour nous, de notre côté, l'apprentissage optimal, on doit adapter cette philosophie générale qui est laisser le temps au temps. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui,
Et moi, le premier, quand j'étais au début là, avec les jeunes catégories, je voulais que les joueurs que j'entraînais sachent tout faire en fait tout de suite. Et en fait, il y a beaucoup d'étapes préalables à ne pas sauter pour que l'enfant en fait, puisse se développer et continue à avancer et à se former. Donc, le conseil aujourd'hui que je pourrais donner de par l'expérience que j'ai pu suivre, c'est qu'il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant de 10 ans, un enfant de 11 ans, il n'est pas capable de faire les mêmes choses qu'un adulte ou qu'un gamin de 15-16 ans. Donc, il faut leur laisser le temps de se développer, il faut leur laisser ce temps d'amusement parce ils auront bien le temps par la suite d'être dans la compétition, dans l'aspect stratégique et de moins prendre de plaisir. Voilà. La deuxième chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que chaque enfant a besoin de temps pour son apprentissage et selon le degré d'assimilation, c'est pourquoi nous devons maîtriser plusieurs situations et plusieurs manières d'expliquer le même exercice ou le même contenu. Parce que le message qu'on va utiliser avec certains enfants ne passera pas forcément avec d'autres. Et puis, il y a des enfants qui vont avoir besoin d'avoir une répétition, d'avoir un intérêt qu'on va porter à leurs exercices, à leurs choses. Et donc, voilà. Donc, il faut être capable d'expliquer d'une certaine manière pour que tout le monde le comprenne et puis être capable de donner une autre explication ou de l'expliquer d'une autre manière, de manière à ce que chaque enfant puisse vraiment assimiler tout ce qu'on souhaite leur apprendre. Voilà. On est également obligé de proposer des contenus adaptés à chaque situation en graduant le degré d'exigence et de difficulté. Voilà. Si aujourd'hui vous avez un enfant U11 qui est totalement débutant et qui n'arrive pas à assimiler par exemple les lancers avec le ballon, eh bien, il va falloir lui proposer des situations facilitantes, descendre un petit peu son degré d'exigence de manière à ce que l'enfant soit toujours en situation de réussite et non pas d'échec. Et ça va être hyper important pour la construction de l'enfant, d'être capable d'être en situation de réussite et non pas d'échec. Voilà. Et ça va être pareil pour tout ce qui est travail de tir, tout ce qui est opposition avec un partenaire, plusieurs partenaires, et voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, de toutes les façons, il va essayer de se juger par rapport à l'enfant qui est à côté de lui. Et nous, en tant qu'éducateurs, notre rôle, c'est de pouvoir permettre aux enfants, on va dire, un peu moins développés, basketement parlant, de pouvoir s'exprimer avec les autres enfants qui sont, eux, développés un peu plus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être capable de graduer son degré d'exigence et les difficultés dans les contenus. La troisième incontournable, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est ce que je disais, ça va être le fil rouge et le fil conducteur de cette intervention sur la catégorie 11, ça va être capable de s'amuser. Donc, vous connaissez le dicton, c'est un jeu d'enfant. Dans cette phrase, on retrouve le mot jeu et on retrouve le mot enfant. Et donc, à travers le jeu, il faut que l'enfant trouve du plaisir. Voilà. Et aujourd'hui, le plaisir, c'est la notion essentielle. Et ça va être le moteur pour chaque personne, tous les jours, de revenir en fait à faire ce qu'il est en train de réaliser. C'est-à-dire que si on veut que les enfants restent avec nous au basket ou pour les éducateurs de foot au foot, pour les éducateurs de rugby au rugby, etc., il faut que les enfants, ils apprennent des choses et qu'ils s'amusent. Voilà. Et ça va être vraiment le point clé. Et c'est ce qui va nous permettre de garder des enfants et de garder des licenciés tout au long de nos saisons futures. Voilà. Dans cet esprit, le jeu participe au développement de l'enfant. La première fonction du jeu est l'amusement. Le jeu n'est pas fait pour rendre performant, c'est ce que je disais auparavant, un enfant, mais simplement une source d'amusement et de plaisir qui pourra permettre un développement. C'est un outil pour le développement intellectuel de l'enfant. Voilà. Donc, vraiment être capable de graduer son degré d'exigence, être capable de mettre des situations facilitantes, vraiment pour que l'enfant en fait, soit vraiment en facilité et qu'il soit capable de s'amuser tout simplement. Voilà. Mais c'est pareil, on pourrait le transposer au monde senior, c'est toujours pareil. Un senior qui ne prend pas de plaisir quand il vient à l'entraînement ou qu'il vient en match, il ne va pas être performant et il ne va pas s'amuser. Et s'il ne s'amuse pas, il ne va pas être performant. S'il n'est pas performant, on va pas pouvoir le développer entièrement. Et c'est généralement à ces moments-là, quand la personne perd le plaisir, soit il va aller voir ailleurs si c'est mieux ailleurs, soit il va arrêter complètement cette pratique et ce n'est pas le but à terme. Voilà. Le fait d'être dans ce moment, dans ce mood-là, c'est-à-dire de s'amuser, ça va permettre d'éliminer les disparités de niveau et de créer un espace de confiance pour l'enfant. Et ce qui est vraiment, vraiment, vraiment une notion très, très importante. Parce qu'en voulant s'amuser, il y a moins de compétition, même s'il y a un aspect stratégique et un aspect de compétition qui va forcément rentrer en jeu à un moment donné.
On va dire que ça va permettre à chaque enfant de pouvoir se jauger par rapport à un autre enfant, mais à chaque fois, il va y avoir une solution facilitante pour l'enfant. C'est-à-dire que voilà, par rapport aux confrontations, il va toujours y avoir un enfant qui va être capable de faire quelque chose mieux que l'autre. Et le but, c'est que quand ils vont être dans l'amusement, on ne va pas ressentir cette compétition. Ils ne vont pas forcément se regarder comme des chiens de garde et ils vont plutôt s'amuser et s'aider, en fait. Voilà. Donc, comment faire pour créer l'amusement? Donc, ce que je disais, on doit créer des situations pédagogiques basées autour de l'apprentissage tout en alliant la notion de plaisir. C'est pourquoi il faut que dès l'échauffement, on soit en capacité de mettre des échauffements ludiques et des situations ludiques, soit à l'échauffement, soit en milieu de séance. Et c'est ce qui va nous permettre de connecter ou de reconnecter les individus vers nous. Voilà. Donc, quelques exemples. On a la passe à 10, on a le pass and touch, on a le pic ballon, le Lucky Luke ou éliminatoire. Ce sont des situations qui vont mettre en facilité les enfants, qui vont rentrer un aspect compétition et un aspect stratégique, mais qui vont, comme c'est un jeu, l'enfant ne va pas le ressentir de cette manière-là, il va le ressentir plutôt comme un amusement et il va petit à petit prendre un peu plus de volume et s'amuser de plus en plus. Donc, je vous ai pris l'exemple de la passe à 10. Voilà, la passe à 10, c'est deux équipes de 5 qui s'affrontent sur un demi-terrain avec un ballon. L'objectif pour l'attaquant est de réaliser 10 passes sans se faire chipper le ballon par leurs adversaires. Et à chaque intersection, la position change. On donne les aspects techniques qui sont le dribble qui est interdit de manière à mettre en facilité peut-être un enfant qui est un peu moins à l'aise avec le ballon mais qui est plus à l'aise pour défendre. Voilà, qui va être capable de mettre un peu plus de pression sur le porteur de balle et ça va le mettre en facilité. L'utilisation des deux appuis uniquement en mouvement, de manière à ce qu'on évite de faire marcher pour nos enfants, là, pour nos jeunes. Et pour l'attaquant, l'arme secrète, ça va être le pied de pivot. Être capable d'amener ce contenu sur la passe à 10, ça va permettre de nous faire gagner un temps fou par la suite quand ils vont se retrouver en match et qu'ils vont se faire défendre en surpression et qu'ils vont devoir être capables de se dégager et de donner le ballon à un partenaire ou éviter de le perdre. Voilà, donc la passe à 10, c'en est un. Le pass and touch, c'est deux équipes de 5 et en fait, il y a une équipe qui a le ballon qui doit se faire des passes pour toucher chaque adversaire. Chaque fois qu'un adversaire est touché par le ballon, il sort du terrain. Voilà. Et il y en a des millions d'exercices. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à aller sur Internet, regarder un petit peu ce qui s'y fait. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec des animateurs de centres de loisirs, de TAP, de périscolaires, parce qu'ils ont énormément d'exercices à nous proposer pour s'amuser tout en avançant et tout en pouvant apprendre quelque chose aux enfants. Voilà. Et enfin, le quatrième incontournable par rapport aux caractéristiques de la catégorie 11, ce sont les fondamentaux individuels. Donc, les fondamentaux individuels, qu'ils soient offensifs ou défensifs, sont les piliers et les ciments de toute construction d'un joueur. Donc, nous, ce qu'on part, c'est qu'on les décline sur plusieurs volets. Donc, on a le tir, la passe, les appuis, le dribbling, la lecture de jeu, l'aspect défensif, la dimension physique et la dimension psychologique. Voilà. Donc, chaque volet a sa spécification. Ils apportent les contenus nécessaires et les savoir-faire individuels que le sportif devrait maîtriser. J'ai bien dit devrait maîtriser parce que ce sont des contenus qu'on estime être en capacité sur chaque joueur de maîtriser. Mais aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que chaque enfant ne maîtrise pas absolument tous les items que nous venons de citer. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on souhaite toujours qu'il fasse mieux. On souhaite que chaque enfant U11, U10, U9 soit capable de tout réaliser. Quand il arrive en U13, c'est une machine de guerre. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, l'enfant, il ne peut pas se focaliser sur tout, il ne peut pas être capable d'apprendre tout. C'est pour ça qu'il y a plusieurs catégories et qu'on crée des cahiers techniques de l'entraîneur de manière à ce que chaque item soit un petit peu réparti tout au long de la formation et tout au long du cursus du joueur. Voilà. À tous ces fondamentaux individuels s'ajoutent les fondamentaux collectifs. Donc, on verra plus par la suite. Et aujourd'hui, nous devons être en capacité d'amener par des situations pédagogiques ces fondamentaux que les joueurs pourront recontextualiser dans les situations d'opposition. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous mettons des situations pédagogiques en place, en fait, qui ne sont pas réellement transposables sur le terrain en situation d'opposition. Voilà. J'ai un exemple. Beaucoup de situations se passent à 1 contre 0 en match sur une contre-attaque avec un défenseur qui revient de derrière. Et souvent, on fait des exercices avec un défenseur de devant, avec un check, voilà, on joue à 1 contre 1. Et en fait, ce n'est pas une situation qui est réellement transposable sur le jeu. Voilà. Et aujourd'hui, il faut faire comprendre aux enfants que tout ce qu'ils vont apprendre, ça va leur servir dans le jeu, en fait.
Voilà. Une notion très simple, un layback. Voilà. Tout le monde pense que le layback doit être maîtrisé. Et en fait, l'enfant réalise le layback parce qu'on lui demande, mais il n'est pas en capacité de nous dire pourquoi il le réalise et dans quelle situation il va pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on soit capable de faire comprendre à nos jeunes joueurs et à nos joueurs un peu plus âgés, c'est pourquoi ils font ce mouvement-là et à quoi ça va servir et dans quel contexte on va pouvoir le retransmettre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Enfin, sur le plan psychologique, il est important de veiller aux disparités de niveau, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, pour éviter de mettre les enfants dans une situation d'échec, et notamment lors des phases de match. Donc pour ça, il y a plusieurs astuces qu'on verra à la fin, mais je vous en donne une tout de suite. L'astuce du fait de mettre dans chaque équipe un joueur de même niveau, de les mettre à se confronter entre eux, ça va leur permettre de se retrouver dans un match. Et c'est ce qui va leur permettre peut-être de se sentir un peu moins à l'écart et un peu moins fort par rapport aux autres enfants. La deuxième possibilité, c'est de faire 2 groupes de niveau, d'avoir les joueurs les plus avancés à l'instant T qui vont s'affronter peut-être en 3 contre 3, en 2 contre 2, en 4 contre 4, en 1 contre 1, peu importe, et d'avoir ces joueurs un peu moins avancés à l'instant T et de pouvoir s'affronter entre eux et du coup d'avoir 2 niveaux de jeu différents, mais à l'intérieur de chaque niveau de jeu, pouvoir trouver le meilleur de chaque enfant et le mettre dans une situation de réussite. Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui vraiment, vraiment, vraiment très, très important. Donc, je vous ai mis 2 situations d'apprentissage. Voilà, donc un travail autour de la lecture des choix offensifs et un travail autour des postures défensives sur un porteur de balle. Donc, ce ne sont pas des situations très compliquées et très complexes. Ce que j'explique actuellement à nos stagiaires là, dans notre comité, ce n'est pas tant l'exercice qui va être important, ça va être qu'est-ce qu'on va amener comme consigne et qu'est-ce qu'on va attendre de cet exercice pour chaque joueur. Et c'est ça qui va être le plus important. L'exercice le plus basique du monde peut très bien en fait nous faire 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de travail uniquement par rapport à ce qu'on va y mettre dedans. Donc voilà, donc là on est parti sur un travail à 1 contre 0 sur le travail de choix offensif. Voilà, donc là il y a autopasse du joueur 1 et également du joueur 2. Bon, ils travaillent en quinconce, donc chacun à son tour. Et en fait, ils se font une passe en avant, elle revient vers eux. Ils doivent être capables aujourd'hui d'attraper le ballon en position triple menace et d'être en capacité de faire un départ direct, un départ croisé, de faire une feinte de départ direct, une feinte de tir, etc., etc. Vous pouvez y amener ce que vous voulez là-dedans. L'objectif, c'est simplement que chaque joueur soit capable d'attraper le ballon dans une situation de 1 contre 1, donc attraper le ballon en triple menace et pas dribbler pour rien faire, ce qui va l'empêcher en fait de pouvoir s'exprimer par la suite, et qu'il soit capable de varier les finitions de tir de manière à pouvoir répondre vis-à-vis de la défense qui va être adoptée de l'adversaire. Donc voilà pour le travail de choix offensif. Encore une fois, c'est une situation, on va dire, basique, mais qui va nous permettre de voir beaucoup, beaucoup de choses en fait à l'intérieur et de pouvoir permettre à nos joueurs d'avancer, de se retrouver plus forts qu'hier et moins bons que demain. Voilà, donc c'est l'objectif. Et une autre situation qui est l'apprentissage et de posture défensive, là, voilà, donc qui peut très bien s'adapter et se transposer sur le travail offensif également. On a un joueur qui est porteur de ballon, on a un joueur qui défend. L'objectif est que le joueur 1 fasse des zigzags, voilà, en dribble, de manière à amener le défenseur à être capable de changer de direction et de toujours être en défense sur un porteur de balle. Voilà, donc là, le travail, je l'ai découpé en 3. On a fait 3 colonnes. On peut en faire plus, on peut en faire moins. On peut travailler sur le demi-terrain. On peut très bien imaginer 6 colonnes avec 3 colonnes ici, 3 colonnes là, travailler que sur demi-terrain et pas travailler sur tout terrain. Voilà. L'objectif est simplement que sur l'allée, le joueur offensivement là, va effectuer un travail de dribbling. Il va entre guillemets balader le défenseur de droite à gauche. Et à la fin, là, on va inverser. Et le travail défensif qui est vraiment important, ça va être capable d'avoir toujours les appuis du défenseur qui vont encadrer l'attaquant et être en capacité de fermer les lignes de touche ou les lignes de fond pour éviter de se faire déborder. Voilà. Donc, ça va être des contenus qu'on va amener. Donc, ce sont 2 situations d'apprentissage des fondamentaux individuels. Il en existe des milliards. Encore une fois, chacun est libre de l'exercice qu'il souhaite. L'objectif, c'est vraiment de mettre les consignes que l'on attend. Donc, voilà. Donc, on a mis le focus sur ces 4 aspects
des caractéristiques de la catégorie U11. On va creuser un peu plus le sujet des fondamentaux basket, parce que c'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Et donc, à mes yeux, en sortie de circuit, donc en sortie de catégorie U10, U11, nos enfants doivent être capables de maîtriser ou être en cours d'acquisition de ces items-là. Donc, l'aisance avec la balle, le tir en course, la notion de couloir dans le jeu rapide, amener le 1 contre 1 et une notion de défense sur porteur de ballon et sur non-porteur. Voilà, donc là, on va parler de ça. Voilà, donc aujourd'hui, nos enfants, quand ils sortent de la catégorie U11, ils doivent être capables de dribbler, de tirer, de se mouvoir sur un terrain sans être sur l'effet grappe où tous les enfants vont venir se coller pour avoir le ballon, être capable de jouer ou non à 1 contre 1 et surtout les inciter à jouer les 1 contre 1 et être capable de défendre un joueur, c'est-à-dire d'avoir son joueur et de pouvoir le suivre sur tout le terrain, donc sur le porteur de balle. Et en fin de catégorie 11, être capable de défendre sur son joueur, mais de venir aider un partenaire si jamais ce partenaire-là se fait dépasser, débordé par l'adversaire. Voilà. Par rapport à cette diapositive-là, si en fin de diapo, vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas vraiment. Je n'ai pas mis de situation de jeu par rapport à ces 5 items-là. N'hésitez pas à en demander si vous en avez besoin ou si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les rapporter de manière à ce qu'on discute et qu'on échange autour de ça. Voilà. Là, le travail d'entraîneur qui va être très difficile, c'est être capable de gérer son entraînement en termes de minutes. C'est ce qui est le plus dur. C'est-à-dire que être capable de rentrer dans les temps qu'on s'est fixés et également dans les temps d'apprentissage de chaque enfant. C'est-à-dire qu'on a peut-être prévu un exercice qui va durer 10 minutes en fait à la base et qui va nous en prendre 30 parce qu'on estime qu'au bout de 10 minutes, ce n'est pas acquis par l'ensemble du groupe ou pas acquis par certains éléments. Voilà. Le mieux, c'est quand même de faire acquérir à chaque enfant l'exercice qu'on souhaite, le contenu qu'on souhaite leur apporter avant de passer à autre chose. Quitte à perdre des matchs ensuite en week-end, ce n'est pas un problème puisqu'on est dans un aspect de formation et non pas de compétition. Évidemment, la compétition vient encadrer la formation du joueur qu'on est en train de mettre en place. Mais aujourd'hui, le principal dans ces catégories-là, c'est que les gamins, donc, encore une fois, prennent du plaisir, donc qui s'amusent, qu'ils apprennent et qu'ils soient capables de retranscrire ce qu'on leur demande et donc d'acquérir des compétences. Voilà. Il y a aussi un facteur qu'on n'a pas évoqué, mais il y a un facteur qui est hyper important, c'est l'entraînabilité. Voilà. Un enfant d'être capable de s'entraîner, c'est hyper important. Un gamin qui a une mauvaise hygiène de vie, un gamin qui se couche toujours tard, un gamin qui répond, voilà, on sait que c'est un enfant qui ne va pas pouvoir nous montrer qu'il est entraînable et donc forcément, il va avancer moins vite que les autres. Donc, il y a plein de facteurs pour l'entraînabilité, être capable de résister à la charge de travail qu'on va leur imposer, être capable d'être toujours à fond ou pas être à fond. Enfin, voilà, c'est hyper important aujourd'hui dans l'entraînement d'être entraînable. Voilà. Donc, vous avez vu, je vous ai fait un tableau là, voilà, récapitulatif. On a mis de l'animation de U5 à U9, l'entraînement de U10 à U18, l'entraînement de U20 à senior. Voilà, donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à cette partie-là, puisque le sujet est autour des U10, U11. Donc aujourd'hui, le temps de pratique est de 75 à 120 minutes, donc entre 1h15 et 2h. Le temps qu'on conseille aujourd'hui, c'était 90 à 120 minutes de pratique, parce que pour ces catégories-là, il faut qu'ils s'entraînent au maximum. Alors, on est bien conscient des problèmes structurels, des problématiques de créneau, des problématiques de gymnase, évidemment. Mais aujourd'hui, si on avait un pari à faire, il faut mieux que nos seniors s'entraînent 1h15 que nos gamins. C'est-à-dire que nos joueurs devront s'entraîner plutôt 2 heures qu'un groupe senior qui s'entraîne 2 heures. Voilà, s'il fallait placer la priorité, aujourd'hui, nous, on la placerait au niveau de la formation de jeunes. Et pourtant, je suis entraîneur actuellement sur une équipe senior. Voilà. Disons qu'après, il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est que les jeunes joueurs, ils sont accompagnés par leurs parents, leurs grands-parents ou d'autres personnes, alors que le senior, normalement, aujourd'hui, a une voiture et c'est plus maniable. Voilà. Donc, il faut vraiment que nos jeunes s'entraînent. Donc, c'est pour ça que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à entre 2 et 3 séances par semaine pour cette catégorie. Parce que plus ils vont s'entraîner, plus ils vont pouvoir progresser et apprendre de choses. Et plus ils vont s'amuser, plus ils vont revenir.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment très, très important. Donc, nous, on décante notre séance de cette manière-là, donc sur ce fil directeur-là, pardon. Donc, le prééchauffement qui va durer 5 à 6 minutes, c'est-à-dire qu'on va leur demander de quelque chose d'informel, c'est-à-dire traverser le terrain, par exemple, être capable de faire quelques tirs, quelques dribbles, se réveiller ensemble, être capable de discuter lors du traversée de terrain, ce qui va leur permettre en fait de se connecter tout de suite et de pouvoir vraiment être sérieux et attentif par la suite. Après, on est parti sur un principe d'échauffement qui va durer autour de 15 minutes, parce que si on a fait un pré-échauffement et l'échauffement va être autour de 20 minutes, pardon, et donc un bon échauffement de 20 minutes, ça va vraiment nous permettre d'avoir des enfants très, très au taquet et pouvoir enchaîner sur l'exercice 1 et sur notre corps de séance ensuite. Voilà. L'échauffement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'échauffement peut être ludique et je vous incite à faire des échauffements ludiques. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des enfants qui vont être à fond dans la pratique. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des concours de double pas. Par exemple, voilà, la meilleure équipe qui marque double pas, la meilleure équipe qui marque 2 points. Et n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle le pick ballon. Donc tous les joueurs dans le rond central, par exemple, et qu'ils soient capables de se chipper le ballon. Voilà, tous ces exercices qui vont nous permettre de bien échauffer nos enfants et en même temps qui va nous permettre de bien rentrer dans la séance. Voilà. L'exercice 1 également derrière, qui peut être soit un contenu vraiment très analytique, c'est-à-dire on va travailler la mécanique de tir et qui va être un exercice où on va leur demander beaucoup de concentration et où on va apporter beaucoup de contenu. Ça voudra dire que derrière dans le corps de séance, l'exercice qui va suivre va être un exercice plutôt ludique de manière à les faire un peu, comment dire, s'exprimer différemment pour revenir peut-être ensuite sur un contenu un peu plus concentré, là, avec beaucoup plus de concentration. Donc voilà, donc on a un exercice 1, on a un corps de séance qui va durer une demi-heure. Là, je vous incite vraiment à utiliser le facteur ludique, c'est-à-dire que pour travailler le tir, peut-être rentrer dans un Lucky Luke ou un éliminatoire, ce qui va leur permettre d'être dans un jeu, mais qui va leur permettre d'apprendre le tir. Par exemple, un Lucky Luke à la suite de l'exercice 1 qui était la mécanique de tir. Voilà. Ensuite, on est sur du lancer franc et du tir. C'est obligatoire sur chaque séance, il faut que nos enfants tirent un maximum. Et puis ensuite, on va être sur du pré-collectif et du collectif. Après, chaque entraîneur va avoir sa manière de faire. Est-ce que le jeu va être au milieu de la séance? Est-ce que le jeu est en fin de séance? Est-ce que le jeu est en début de séance? Est-ce qu'on finit sur du jeu ou est-ce qu'on finit sur du tir? Voilà, ça, c'est propre à chacun. Nous, aujourd'hui, on a décidé de séquencer de cette manière-là. On pense que pour un bon entraînement, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes. Voilà. En sachant que quand on parle d'exercice, imaginons que l'exercice 1, là, on a mis 15 minutes. Imaginons qu'au bout de 15 minutes, on estime que nos enfants n'ont pas assimilé ce qu'on demande. Eh bien, on va poursuivre, quitte à rétrécir un peu le travail collectif ou pré-collectif. Mais ne rétrécissez jamais le travail de tir, par contre. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut vous proposer en termes d'entraînement, en termes d'entraînabilité. On va enchaîner maintenant avec l'école de la vie. Donc, pourquoi on a dit l'école de la vie? Parce que la vraie valeur du sport, c'est l'homme, c'est l'humanité. C'est-à-dire qu'avec ses compétitions et ses règles, il met au jour qualité et vertu. Et c'est un révélateur de personnalité et un outil très puissant pour l'éducation. Voilà. Tout le monde le sait, le sport est associé à l'éducation par moment. Forcément, quand on nous parle d'entraîneur, en fait, on est avant tout éducateur sportif. Et donc, on doit amener certaines valeurs et certaines choses voilà, de notre côté pour que l'enfant soit capable de se construire de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'on a le côté basket, on a le côté affectif, on a le côté règle, on a le côté éducatif. Il y a plein d'aspects à prendre en compte quand on est éducateur de ces catégories-là. Voilà, donc c'est important, l'école de la vie, voilà. Donc, moi, j'en ai cité 5. Donc, en tant qu'entraîneur, on doit respecter, et il doit y avoir du respect, donc le respect des horaires de notre part et des enfants. Voilà, donc ça, c'est vraiment important, qu'il y ait du respect entre les enfants entre eux et avec les adversaires, avec les arbitres, avec tout le monde. Enfin, voilà, le respect qui est la valeur la plus importante. Quand on entraîne dans notre posture, il ne faut surtout pas créer d'injustice parce que c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire. C'est-à-dire l'enfant qui se sent lésé, ça va être l'enfant qui va perdre un petit peu, qui va décrocher de la pratique, qui va perdre un peu pied. Et quand on crée une injustice, généralement, c'est jamais bon
c'est jamais bon pour nous entraîneurs. On va avoir les parents qui vont venir nous voir, on va avoir l'enfant qui aura plus envie forcément de nous suivre. Et puis même nous, on va se sentir mal d'avoir créé cette injustice-là. Donc vraiment être le plus juste possible, essayer d'être au maximum juste. Je sais que c'est pas évident par moment, hein. On s'en rend peut-être même pas compte. Des fois, c'est fait inconsciemment. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on soit le plus juste possible avec les enfants. Il faut qu'on soit le plus juste possible avec tout le monde, mais vraiment avec les enfants, c'est peut-être encore plus important et encore plus réel, parce qu'eux, ils ne vont pas passer par quatre chemins, hein. Ils vont venir nous voir tout de suite. Voilà. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la patience, donc laisser du temps au temps, ne pas vouloir des joueurs programmés en mode LeBron James ou Kevin Durant ou qui vous voulez qui jouent en NBA, les joueurs de très, très haut niveau, ne pas les avoir tout de suite. On va peut-être les avoir à terme, hein, dans quelques années, mais aujourd'hui, la patience, il faut qu'on laisse le temps au temps. C'est-à-dire que les enfants de U10, U11, il faut qu'ils soient dans un rapport de compétition très, 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 très mince. Et il faut absolument qu'ils soient absolument, comment dire, voilà, il faut leur laisser le temps, il faut qu'ils s'amusent. Il faut qu'ils s'amusent, qu'ils prennent du plaisir avant de passer dans les catégories où ils s'amuseront moins. Voilà. Mais même si aujourd'hui, le moteur pour chaque joueur et chaque personne, c'est vraiment, vraiment, vraiment le plaisir. C'est-à-dire que nous, en tant qu'entraîneurs, si on va entraîner et qu'on ne prend plus de plaisir, c'est le moment de raccrocher et de faire autre chose. Voilà. Donc, laissez le temps au temps. Il faut renforcer également les non négociables. Donc, ce que j'appelle les non négociables, c'est ce que vous allez mettre en place comme cadre de vie et comme ligne directrice dans vos entraînements et tout au long de la saison. Donc, avoir une bouteille d'eau, avoir une tenue adéquate, le respect des horaires, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça, c'est des non négociables. C'est-à-dire que chaque personne va avoir ses non négociables. Voilà. Aujourd'hui, quand un enfant vient à l'entraînement sans bouteille d'eau, il faut lui faire la remarque de manière à ce que la semaine d'après, il vienne avec une bouteille d'eau. Parce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place et qui vous tient à cœur. Exemple, les couleurs de maillot. Voilà, pour créer un peu de collectif. Ça, c'est sûr. Je passe le bonjour à Autran, là, sur le camp STC. Coach Coudray, coach Didier Clément, coach Coste. Voilà, tous ces gens-là qui m'ont amené ça, qui est voilà, le code couleur des maillots. Ce n'est pas tant pour embêter les joueurs et leur dire voilà, il faut être dans une couleur. C'est pour créer un effet groupe. Voilà. Donc, renforcer ces non négociables-là, qui sont aujourd'hui très, 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 très importants. Et le point le plus important qu'il faut être capable de maîtriser, c'est contrôler l'autorité et ne pas l'imposer. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le terrain, il faut que vous soyez capable d'être… Donc, vous êtes l'autorité puisque vous êtes l'entraîneur, vous êtes le référent, mais il ne faut pas l'imposer. Il ne faut pas qu'on arrive en disant, voilà, je vais créer sur tout le monde pour montrer que je suis le patron. Ça n'a rien à voir. Plus vous allez faire ça, plus ça va avoir un effet négatif. Il faut être capable d'entendre ce qui va nous être dit. Il faut être capable d'avoir une posture, on va dire, correcte et éducative. Mais il ne faut surtout pas tenter d'être autoritaire. Voilà. Si on fait preuve d'autoritarisme, c'est là où on va perdre le sujet. Voilà. Donc, être capable de contrôler cette autorité, parce que de toutes les façons, les enfants, ils savent que c'est vous le référent, donc il n'y a pas besoin d'être plus autoritaire que ça. Ils savent que c'est vous. Ils savent que c'est vous, ils savent que c'est nous. Donc, il n'y a pas besoin de surjouer ce trait-là. Voilà. Et donc, il faut faire en sorte que ces règles soient acquises et que nous n'ayons pas besoin d'y revenir à l'avenir. Voilà. C'est-à-dire que nos enfants, quand ils sortent de la catégorie 11, ils doivent maîtriser tout ce qui est basket, mais ils doivent maîtriser tout ce qui est règles de vie, vie en collectivité, groupe. Voilà. Et ne pas être obnubilé par son nombril et penser qu'à lui et qu'à lui-même, et qu'il y a des valeurs, il y a des choses qui sont mises en place. Voilà. Donc, voilà pour l'école de la vie. Voilà ce que je voulais vous proposer. Si vous voyez d'autres vertus, d'autres qualités, n'hésitez pas à m'en faire part à la fin. Voilà, ça va être hyper intéressant et l'échange est le principal outil pour se former en tant qu'entraîneur. Voilà, donc on a parlé de tout ce qui est école de la vie. Maintenant, on va revenir entre guillemets sur le travail un peu plus terrain. Donc, les types d'exercices à développer. Donc, pour ce qui est développé de certains types d'exercices, je mettrai le focus sur quatre items. Donc, les exercices qui recontextualisent les fondamentaux dans les situations d'opposition. Donc, ce que je disais tout à l'heure, être capable de mettre des situations de travail et de travail pour les enfants de manière à ce qu'ils puissent se resituer par rapport au match. Parce que la clé, enfin, l'aboutissement de tout le travail qu'on fait à l'entraînement, c'est de jouer le week-end.
donc qu'il soit capable de sentir en fait cet exercice qui va lui permettre de s'exprimer dans le match du week-end. L'exercice ludique, les exercices permettant de développer les habiletés motrices, donc tout ce qui est attrait à la course, tout ce qui est capable d'aisance de ballon, être capable de faire une passe, désaxer un bras pour faire une passe, dissocier les segments, dissocier le regard du ballon, voilà, tout ce qui est habileté motrice, et les exercices facilitant les collaborations entre enfants. Voilà, on a tendance souvent à développer ces exercices individuels sur ces catégories-là. Ce qu'il faut faire évidemment, mais on a tendance à oublier en fait les collaborations entre les enfants. C'est-à-dire que voilà, par moment, il faut être capable de faire du travail individuel, mais il faut être capable de les mettre ensemble et de leur demander un exercice ou de faire un exercice avec eux où ils doivent collaborer. Voilà, par exemple, un truc tout bête, un taureau, voilà, deux joueurs qui sont ensemble, un joueur qui est au milieu qui défend, et ils doivent être capables de faire des passes sans se faire piquer la balle. Voilà. Et à chaque fois qu'ils se font piquer la balle, il y a une inversion de joueurs. Celui qui a perdu le ballon devient taureau, et celui qui était taureau devient attaquant. Voilà. Et par exemple, ça, c'est une collaboration entre enfants. Tout à l'heure, je parlais du pass and touch. Pareil, être capable d'avoir 2 équipes de 3, 2 équipes de 4, 2 équipes de 5, 2 équipes de 2, et de se faire des passes pour pouvoir toucher un adversaire. Voilà. Donc, mettre des exercices qui facilitent les collaborations entre les enfants. Et donc, pour appuyer mon propos, forcément, on va commencer avec le travail qui recontextualise les fondamentaux dans les travails d'opposition, situation d'opposition, pardon. Donc, on va revenir sur notre travail de départ qu'on a vu tout à l'heure sur la lecture des choix offensifs. Donc, le joueur qui suit une autopasse et qui est capable d'attaquer le panier. Donc, on ne va pas revenir sur les consignes. Et la situation recontextualisée, ça va être le 1 contre 1. Voilà. Et souvent, sur ces catégories-là, quand il y a une situation de 1 contre 0 où le joueur part en contre-attaque seul, c'est qu'il a fait une interception et le joueur qui a perdu le ballon, en général, dans ces catégories-là, il revient derrière. Et donc, mettre cette situation-là en place sur un entraînement, ça va lui permettre quand ça va se passer en match, de reconnecter ce qui s'est passé à l'entraînement du match. Et donc, lui permettre peut-être de faire un meilleur choix pendant le match que ce qu'il aurait pu faire à l'entraînement, grâce au fait qu'à l'entraînement, il ait fait cette situation-là. Donc là, par contre, dans l'opposition, au début, vous allez avoir l'opposition à 1 contre 1 modéré, c'est-à-dire que l'attaquant va avoir un peu d'avance sur le défenseur, ce qui va lui permettre normalement de finir en 1 contre 0. Voilà, donc là, faire attention au groupe de travail qu'on met, ne pas mettre un joueur très fort et un joueur très faible ensemble, sinon ça ne va pas être bénéfique pour tout le monde. Ne pas mettre un joueur hyper développé avec un joueur qui n'est pas encore développé. Essayer de trouver des binômes qui marchent bien, voilà, qui va leur permettre de pouvoir s'exprimer réellement. Voilà, si à chaque fois le joueur attaquant, là, il part en contre-attaque, il se retrouve à 1 contre 0, et puis le joueur défenseur, il défend, là, et il vient le bâcher à chaque fois, ça ne va pas être bénéfique ni pour l'attaquant ni pour le défenseur. Voilà, donc être capable de trouver des binômes qui vont être adéquats et qui vont vous permettre de recontextualiser réellement la situation en match. Voilà. J'ai mis la zone de lecture ici parce que dans un premier temps, vous allez avoir cette opposition modérée, puis peut-être qu'après, le joueur va partir au même niveau, où il va venir d'ici, latéralement, bam, il va revenir défendre là. Peut-être qu'il va y avoir un joueur qui va être plus rapide que l'attaquant. Et donc, voilà, il faut être capable de lire ici, c'est-à-dire que pour aller au tir, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse, par exemple, un débordement sur la ligne de fond et enchaîner sur un layback? Est-ce qu'il vaut mieux que j'attaque dans l'axe pour enchaîner sur un open under ou sur un eurostep? Est-ce qu'il vaut mieux que je m'arrête pour prendre un tir? Est-ce qu'il vaut mieux que j'enchaîne sur un reverse? Est-ce qu'il vaut mieux que j'enchaîne sur un dribble de recul pour pouvoir le réattaquer? Voilà, ça ce sont des situations qu'on va pouvoir mettre en place en match, un entraînement, pardon, et qu'on pourra resituer en match. Pour ce qui est du travail d'exercice ludique, un que j'utilise souvent, c'est le loup glacé. Voilà, parce que le loup glacé va nous permettre de développer la capacité pulmonaire et la résistance à l'effort de l'enfant, mais toujours dans un esprit d'amusement. Voilà. Vous le verrez sincèrement quand vous mettez un loup glacé en place sur des U9, U11, U9, U10, U11, U12, U13. Après, quand ils sont un peu plus âgés, ils jouent moins le jeu. Mais ils le font quand même, mais ils jouent moins le jeu. Mais sur ces catégories-là, on parle de loup glacé, ils sont toujours à fond, ils sont toujours en train de courir dans tous les sens, ils ne veulent pas se faire toucher. Voilà. Et c'est un exercice qu'on peut resituer en fait dans le basket. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un effort défensif du loup
pour venir glacer en fait son adversaire. On peut imaginer également la volonté de garder son adversaire. C'est-à-dire que vouloir toucher ce joueur-là, c'est parce qu'en fait, c'est mon adversaire direct, je dois le toucher pour pas perdre le duel. Voilà, c'est un exercice qui nous permet ça. Le loup glacé, on peut l'effectuer avec un ballon, évidemment. Les joueurs qui partent en contre-attaque, entre guillemets, et le loup, en fait, c'est le défenseur qui doit venir nous toucher pour nous glacer avant qu'on puisse marquer le panier. Voilà, c'est pour ça, en fait, que j'étais parti sur le loup glacé. Je trouve qu'il est hyper intéressant, cet exercice, surtout sur les jeunes catégories, parce qu'il nous permet justement de vraiment se retrouver dans… On peut imaginer un retour défensif, comme je l'ai dit, ou la volonté de garder son joueur. Voilà. Il se peut aussi que le loup va suivre un joueur et qu'au dernier moment, il va se dire non, je vais aller toucher lui. Donc, on peut imaginer une espèce de décrochage défensif et de venir aider son partenaire. Peut-être que j'imagine beaucoup de choses, mais je pense que c'est plausible, entre guillemets. Voilà. Donc, le loup glacé est vraiment intéressant. Le poule renard vipère qu'on a évoqué au début, pareil, sont des exercices qui peuvent vraiment être intéressants et qui restent dans l'amusement pour l'enfant. Parlons maintenant du travail pour développer les habiletés motrices. Voilà, donc on peut partir sur un travail autour de la coordination. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'est la coordination? Comme le disait Kuznetsov, c'est la capacité d'une personne à apprendre rapidement de nouveaux mouvements, adapter son comportement en fonction des exigences de l'environnement. Voilà, donc ça, c'est la coordination. C'est une capacité d'adaptation et être capable de maîtriser certains mouvements, certains gestes qui vont nous permettre d'être encore plus performants en match, parce qu'ils vont nous permettre d'être encore plus fluides dans nos courses et dans les choses qu'on veut réaliser, en fait. Voilà. La coordination motrice, elle n'est pas innée. Donc, le talent, c'est inné. La coordination motrice, le travail de tir, ça peut être inné, mais c'est surtout de l'apprentissage du travail. Voilà. Et pour nous, la coordination, ça va être la base de la technique, parce que plus le joueur va être coordonné, plus il va être à l'aise physiquement, plus il va être à l'aise avec le ballon, en fait. Bien souvent, ce qui nous arrive, c'est qu'on a des joueurs qui sont techniquement forts parce qu'ils sont à l'aise avec le ballon, mais quand il s'agit de mettre de la vitesse, ils n'ont pas la coordination nécessaire et les mouvements nécessaires pour pouvoir aller plus loin et être encore plus performants. Ce qui nous arrive également, c'est des joueurs qui n'arrivent pas à être à l'aise avec le ballon parce qu'ils ne sont déjà pas à l'aise avec leur corps. Et donc, c'est pour ça que ces catégories-là, ce qui est hyper important, c'est tout ce qui est d'éveil des sens, l'éveil moteur, la coordination, les préventions des blessures, donc la proprioception, donc on l'a ici, la coordination qui peut avoir un rôle de prévention des accidents corporels, tout ce qui est proprioception, être capable de sauter sur un pied, un cloche-pied, c'est un exercice de proprioception. Voilà, donc il faut être capable aujourd'hui de mettre ça dans nos contenus d'entraînement. Un exercice basique, voilà, une dissociation œil, membre inférieur ou membre au niveau du tronc. L'objectif ici, c'est de dissocier l'œil avec les bras et les mains sans regarder que le ballon. Et c'est important au basket. Deux joueurs face à face, ils ont chacun un ballon. Être capable de se faire la passe dans le bon timing sans que les ballons se heurtent. Voilà. Après, on peut agrandir les distances, rapetisser les distances. On peut leur demander différents types de passes. Mais l'objectif, c'est que chaque joueur ait un ballon à chaque fois et être capable d'attraper le ballon, donner le ballon, voilà, sans forcément le regarder tout le temps. Voilà. Un exercice de coordination également, c'est un exercice simple, une montée de genou de la jambe gauche, un dribble de la main droite, et être capable de dribbler main droite et de monter le genou en même temps. Voilà, ce sont des exercices de coordination qui vont permettre derrière d'être plus performant à l'enfant et de se former de manière un peu plus optimale. Voilà pour le travail de coordination. Un exemple de travail facilitant les collaborations entre enfants. Donc, tout à l'heure, on a parlé du pass and touch. Là, on va être sur un circuit de passe avec des déplacements. Voilà. Donc, cet exercice-là, l'image, elle a été faite sur un exercice type U13, U14. Donc, il faut l'adapter au niveau U11. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est d'avoir ces situations de passe d'un enfant à un autre, d'un autre enfant à un autre enfant, d'un autre enfant à un autre enfant, toujours avec ces déplacements. Voilà, c'est-à-dire avec des déplacements. C'est-à-dire que pour l'adapter au U11, là, on est sur U13, U14, le joueur 4 va faire la passe au joueur 1 et il vient se mettre dans la colonne du joueur 1. Donc là, on va développer ce qui est passe et suit. Le joueur 1 va faire une passe au joueur 2,
qui vient dans sa colonne. Le joueur 2 va faire la passe au joueur 2 qui est ici, donc c'est une coquille, c'est le joueur 3. Et le joueur 2 va venir se déplacer vers le cercle, et là, on va enchaîner un passé-va, par exemple. Donc, on va avoir passé-suit, 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 pardon, passé-suit, passé-suit, passé-va. Voilà, et donc on va avoir, et ensuite, là, on va avoir un tir, donc là, on peut varier les définitions. Et en fait, on va avoir une collaboration entre tous les enfants. Ils doivent être capables d'être concentrés en même temps sur le même objectif, qui est de réussir le maximum de passes et le maximum de paniers. Voilà, on peut très bien l'imaginer sur tout terrain, on peut très bien imaginer d'autres situations pédagogiques pour faire ce travail de coordination entre enfants. Voilà, on peut imaginer plein d'exercices. On va les mettre ensemble au rond central, jeter un ballon, par exemple le jeu des chaises musicales. Au lieu d'avoir des éliminés, vous laissez exactement le même nombre de chaises et en fait, ils doivent collaborer pour trouver la bonne chaise, voilà, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein d'exercices qui peuvent être faits pour les collaborations entre enfants. Parlons maintenant de la dernière partie de l'intervention. Les problématiques et les astuces. Les problématiques, moi j'ai ressenti ces problématiques-là quand je suis allé sur le terrain sur les U11 et les U10, U9, là, U9, U10, U11. Il y a un manque de concentration des enfants. Ça, c'est indéniable. C'est normal. Et c'est normal, en fait. Il y a beaucoup d'hyperactivité. Il y a des disparités entre niveaux, puisqu'ils sont au début de la formation. Il y a un manque de temps pour tout réaliser. Il y a la non-compréhension des consignes. Il y a le nombre de joueurs et le nombre d'éducateurs. Voilà les problématiques principales que je voulais aborder avec vous ce soir. Donc, il y en a 2, 4, 6, 7. Et donc, j'ai essayé de vous mettre 7 astuces en face. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un manque de concentration. Donc, comme astuce par rapport à ça, c'est trouver des situations pédagogiques qui permettent de connecter nos joueurs entre eux et avec nous. On revient juste avant. Cet exercice-là va nous permettre de connecter les joueurs avec nous et les joueurs entre eux. Par exemple, là, ça va les obliger de se concentrer. Donc, l'exercice ne va pas durer 30 ou 40 minutes. L'exercice va durer peut-être 5-10 minutes, grand maximum, mais ça va nous permettre de les concentrer et d'avoir vraiment leur écoute et leur énergie mentale pour pouvoir réaliser cet exercice-là. Par rapport à l'hyperactivité, il faut mettre du rythme dans les séances. Il faut raccourcir les temps de boisson, il faut anticiper notre mise en place. Voilà, trop souvent, on se laisse déborder, c'est-à-dire qu'on fait un exercice, par exemple un exercice de passe ou de tir, peu importe, on les fait aller boire, puis on les laisse trop longtemps à la boisson. Et en fait, ça nous permet de mettre en place notre exercice suivant. Pour éviter ça, il faut imaginer un exercice avec matériel, un exercice sans matériel, un exercice matériel, un exercice sans matériel, ce qui nous permettra pendant l'exercice sans matériel de mettre le matériel de l'exercice suivant, ce qui va nous permettre de mettre du rythme dans nos séances. Ce qui est important également, c'est de raccourcir les temps de boisson. Il ne faut pas les laisser 2-3 minutes à boire, 4 minutes, 5 minutes. C'est beaucoup trop long. Après, ils vont s'ennuyer, ils vont faire les swaps sur le côté, ils vont aller sauter sur les paniers, ils vont sauter de partout, ils vont prendre un ballon, ils vont dribbler. Et c'est ce qui va nous énerver, et c'est surtout ce qui va nous sortir de notre séance. Donc, mettre du rythme dans les séances, c'est hyper important. Par rapport à la disparité de niveau, donc comme je disais tout à l'heure, trouver des situations pédagogiques mettant en valeur les qualités de nos jeunes. Lors des phases de match, créer des matchs de niveau, en fait, et créer des oppositions permettant aux jeunes de s'exprimer. Donc, un joueur moins fort avec un joueur moins fort, autour de lui, 3 joueurs forts qui peuvent s'affronter. Voilà. Et donc, à chaque fois, trouver les oppositions qui vont permettre les meilleures oppositions possibles. Créer des situations qui mettent en valeur les qualités de nos jeunes. Si on a un joueur, par exemple, qui est très rugueux, qui est capable de se jeter sur tous les ballons, mettre des situations de match où, par exemple, un ballon qui roule, un joueur qui saute dessus, ça fait 2 points. Voilà. Et en mettant 2 points, ça va obliger les autres joueurs de devoir sauter sur le ballon. Et ça va mettre en valeur en fait l'enfant qui, par exemple, est un peu moins à l'aise avec le ballon, mais qui est capable de sauter sur tous les ballons parce que c'est un combattant. Voilà, c'est un exemple. Mettre un système de points qui valorise ça. Aujourd'hui, par exemple, j'avais une section sportive à gérer. C'est un niveau U12, U13, donc 6e, 5e. Mais j'ai mis un système de points sur un seul atelier. Voilà, l'atelier des passes, il y avait 3 cerceaux qui étaient attachés par des cordes à sauter à une cage de hand. Et chaque enfant devait réaliser un travail de slalom et faire une passe dans un cerceau
ou un enchaînement de sauts dans des cerceaux et faire une passe dans les cerceaux qui étaient accrochés à la cage de hand. Et donc, voilà, et ça a valorisé un enfant qui, par exemple, était moins à l'aise à marquer des paniers. Mais comme il a vraiment été précis dans les cerceaux, bah, c'est lui qui a gagné le concours et qui est en capacité de donner un défi à ses partenaires la semaine d'après. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les mettre en situation de compétition, entre guillemets, mais de valorisation, je dirais, sur un seul exercice, alors qu'il y en avait 10 sur tout le terrain, de manière à ce que voilà, ils sont concentrés sur compter les points, par exemple. Et donc là, on revient sur le manque de concentration. Ben là, ils sont obligés d'être concentrés puisqu'ils doivent compter leurs points, parce qu'il y a un défi en jeu à la fin. Sur le manque de temps, il faut se focaliser sur les incontournables et multiplier les temps de stage d'entraînement. Donc, si vous avez un peu de temps libre, alors je sais très bien que la problématique des catégories U11, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les coachs les plus expérimentés sur ces catégories-là, ce qui est vraiment dommageable. Et souvent, on a des gens qui viennent donner de leur temps pour aider, par exemple, un parent qui a son enfant dans l'équipe. On a des bénévoles qui viennent se greffer là-dessus. Mais n'hésitez vraiment pas, et même je vous inciterai à créer des temps de stage, à créer des temps d'entraînement supplémentaires qui ne sont pas forcément gérés par vous, bénévoles, et qui peuvent être gérés par d'autres entraîneurs de votre club. Toujours, vous focalisez sur le travail des incontournables. Voilà. Donc, vos incontournables, moi, mes incontournables aujourd'hui, c'était c'est où les incontournables? Voilà, aujourd'hui, moi, les incontournables, c'est l'aisance avec le ballon, le tir en course, la notion de courir dans le jeu rapide, l'amener le 1 contre 1, et une notion de défense sur porteur et non porteur de balle. Ce sont mes incontournables. Maintenant, vous, peut-être que vous en avez d'autres. Donc, focalisez-vous là-dessus, entre guillemets. Et puis, le reste viendra ensuite. Voilà. Et en créant des temps de stage et des temps d'entraînement, vous allez avoir d'autres techniciens qui vont leur amener d'autres choses, et ce qui va permettre à l'enfant de se former de manière encore plus complète. Par rapport à la non-compréhension des consignes, donc on l'a dit au début, être capable de répéter plusieurs fois et de différentes manières, et utiliser au maximum les images, l'imagerie mentale. Un exemple que j'aime bien et que je cite d'Éric Béchaud, donc que je salue, Éric Béchaud, qui était le coach quand j'étais assistant de la Nation 3 Atin, qui lui utilisait vachement les images, c'est-à-dire qu'il avait le ballon et il faisait imaginer aux enfants que le ballon était une tête et qu'en fait il y avait les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et les cheveux, et pour dribbler par exemple, les enfants devaient toujours toucher les cheveux de la balle avec le bout des doigts. Pour tirer, il imaginait qu'il y avait une main qui était sur l'arrière de la balle, donc le cou, la nuque, et l'autre main qui était pour boucher l'oreille du ballon, et ce qui lui permettait d'avoir un geste plus fluide. Voilà, donc Eric utilisait beaucoup ce travail d'imagerie mentale. On imagine aussi également, quand on rentre au lay-up, un mouvement de marionnette. Le fil qui tient le coude avec le genou de manière à avoir cet effet de marionnette. Voilà. Utilisez un maximum de choses. Par exemple, le cercle est un pot de Nutella ou un seau de bonbons. Et faire imaginer à vos enfants là, que vous entraînez de venir récupérer en fait comme un tractopelle, voilà, venir récupérer ce qu'il y a dans le seau. Voilà, et ce qui va nous permettre d'avoir ce mouvement de poignet, de fouetter et d'avoir les mains dans le cercle. Imaginez au maximum les images et l'imagerie mentale. Donc, merci Eric de m'avoir donné cette image par rapport au ballon. Je suis en train de la faire naviguer de plus en plus et partout où est-ce que j'interviens parce que je trouve que c'est une super idée. Voilà. Par rapport au nombre de joueurs, donc création de plages horaires, plusieurs plages horaires. Donc tout à l'heure, on parlait de 2 à 3 entraînements. Vous verrez ensuite, là, sur le dernier diapositive, ce que nous est arrivé quand on était sur les U11 de l'UGAP ou les U11 du Canet. Donc, imaginez un maximum d'entraînements pour les U11. Encore une fois, il vaut mieux avoir des entraînements U11, U9 que des entraînements seniors 3, 4, 5, même si c'est du loisir, c'est important, mais pas donner 2 entraînements au loisir, plutôt donner 3 entraînements au U11 et un entraînement au loisir, par exemple. Et puis enfin, le nombre d'éducateurs, qui est une problématique, inciter les parents, les jeunes joueurs à donner un coup de main. Voilà, et puis ensuite se former. Voilà, un maximum inciter ces gens-là. Les parents, de toute manière, sont au bord du terrain. Donc, comme ils sont au bord du terrain, demandez-leur, incitez-les à venir sur le terrain, à venir vous donner un coup de main. Et vous verrez, vous allez être surpris parce que beaucoup de parents, en fait, attendent que ça. Surtout sur ces catégories-là. Il y en a d'autres qui vont vous dire qu'ils n'ont pas envie parce qu'ils préfèrent regarder. Mais ce n'est pas grave.
Peut-être que sur 15 parents, vous allez en avoir que 2, mais ça sera 2 plus vous. Donc, vous êtes 3 sur le terrain, et 3 sur le terrain, ça nous permet de pouvoir corriger 3 fois plus de choses. Voilà. Et c'est important parce que les parents attendent que ça et les jeunes joueurs attendent que ça. C'est-à-dire que même un gamin U13 qui aimerait encadrer des U11 avec vous, il faut le faire. Il faut lui demander, il faut le faire venir sur vos séances. C'est important. Voilà, des jeunes joueurs U17, U15, U18, U20, peu importe. Il faut les faire venir. Incitez également les seniors de vos clubs. Souvent, ça nous est arrivé d'avoir un match senior et d'avoir des U11 avant, ou des U13, ou des U15, peu importe. Mais incitez tout ça de manière à pouvoir faire perdurer vos clubs et vos structures. Ce sont quelques astuces par rapport aux problématiques que je vous ai évoquées. Maintenant, si vous avez d'autres problématiques ou d'autres astuces, n'hésitez pas à m'en faire part après. Enfin, l'expérience terrain et l'analyse que j'ai pu faire. Donc, j'ai eu, on va dire, 4 fois dans mon parcours d'entraîneur, 4 fois où j'ai été confronté réellement à la catégorie U11 et U9. Le résultat, c'était plutôt dans l'aide, sur les stages, tout ça. Mais vraiment, où j'étais en charge de ces catégories-là, j'ai été 4 fois. Donc, j'ai été au Canet pendant 5 ans. Pendant 5 ans sur ces catégories-là avant de basculer sur des U15 région filles. Mais voilà, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on avait 41 gamins, 41 enfants, U11 filles, U11 garçons. 41 enfants. Et on avait 10 éducateurs. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a ouvert plusieurs plages horaires, c'est-à-dire qu'on avait une plage horaire le mercredi, qu'on avait déclinée en 3, c'est-à-dire qu'il y avait 3 plages horaires le mercredi. Il y avait une plage horaire le jeudi soir, je crois, ou le vendredi. Voilà, donc de manière à pouvoir vraiment répartir au maximum les enfants et de pouvoir avoir réellement un travail de qualité. Donc la première année, on a eu 41 enfants. L'année d'après, en fait, ils sont passés la plupart en U13 et on a quand même eu encore une vingtaine ou une trentaine de gamins. Et donc on a été en capacité d'ouvrir des plages d'entraînement. On a surtout séparé les garçons et les filles parce qu'on avait la capacité de le faire. Et ce qu'on a fait les premières années, c'est qu'au lieu de s'inscrire sur un championnat U11, on a tout de suite basculé nos enfants sur des inscriptions de championnat U13. Donc forcément, on a été un peu en difficulté. On a gagné un titre honneur, mais bon voilà, on a gagné quand même quelque chose avec ces gamins-là. Et aujourd'hui, ces enfants-là, ils sont essentiellement sur des catégories U17 régions, U20 régions, U15 régions, ils ont fait. Et ils jouent en senior maintenant. Il y en a certains en région de ton département, mais voilà, donc on a ouvert des plages d'entraînement, on a ouvert plusieurs plages d'entraînement, on a séparé les filles et les garçons, on a inscrit les enfants en U13, mais on avait surtout les éducateurs. Et en début d'année, je crois qu'on était 10 et à la fin d'année, on était 15 ou 16. Parce qu'on a incité les parents, les jeunes joueurs, tout ça, et les gens sont venus. Voilà, c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que c'était important d'inciter les gens à venir donner un coup de main. À l'UGAP, voilà, je me suis retrouvé responsable de la catégorie U11 filles, U11 garçons. J'avais 34 enfants. On était 12 éducateurs parce que j'avais fait une incitation massive à venir nous aider. À la fin de l'année, on finit quasiment avec 16 ou 17 éducateurs. On a fait le Kinder Basket Day qui est un événement de la Fédé. Donc, c'est venir avec un copain. Donc, on met des petits ateliers en place. Et en fait, il y a le Père Noël à la fin avec des chocolats et un beau goûter pour les enfants. Et en fait, voilà, ça nous a incité à avoir 25 éducateurs. On avait 50 enfants dans le gymnase et c'était merveilleux, quoi. Voilà. Et donc là, une fois encore, on a ouvert plusieurs plages horaires. On en a fait une le samedi. On a séparé les filles et les garçons. Et à l'intérieur des garçons, on avait encore séparé en 2. C'est-à-dire qu'on avait un niveau challenge, donc c'était le niveau championnat, et un niveau plateau. Donc, je jouais une fois sur 2, un week-end sur 2, et l'autre niveau jouait une fois sur 1. Et on avait également les filles qui jouaient aussi en plateau. C'est pour ça qu'on avait beaucoup d'éducateurs. Et ce qu'on faisait avec le groupe championnat, on avait un entraînement le samedi matin et on jouait le samedi après-midi. Mais on s'est mis d'accord avec les parents, on a vu avec les dirigeants, on avait une super génération d'enfants et il fallait les entraîner le samedi pour pouvoir aller jouer le samedi. Donc ils avaient 2 entraînements en semaine, un mercredi et un vendredi, un entraînement le mercredi et un entraînement le samedi. Le samedi, c'était 1h30, le mercredi, c'était 2h. Et pendant 3h15 dans la semaine, ils jouaient. Voilà. Et par contre, pour les autres enfants, on avait une plage le mercredi, une plage le vendredi. Donc, ils avaient quasiment 3 heures d'entraînement. Et donc, ils jouaient au maximum et
et on a pu les faire avancer. Et aujourd'hui, sur les gamins qu'on avait, on en a une grande partie qui ont fait du niveau régional, qui ont fait des sélections départementales ou en tout cas ont au moins fait les premiers rideaux de sélection départementale et CPS. Et donc voilà, c'est important de leur donner du temps de pratique. Et après, voilà, il me restait deux endroits où je suis intervenu. Donc à Mercure, où j'étais salarié de club, j'étais directeur technique du club, et où on avait 12 enfants et 3 éducateurs. Donc 4 enfants pour un éducateur. Donc là, on a vraiment ouvert une seule plage horaire le mercredi matin. Donc on avait 2 entraînements l'un derrière l'autre. Et on permettait à ces enfants-là de faire les 2 plages horaires. Donc ça pouvait leur faire rapidement 2 heures, 2 heures et demie d'entraînement. On a mixé au vu des effectifs. Donc les filles et les garçons ont joué ensemble toute l'année. Et puis on avait des inscriptions sur des plateaux U11. Voilà, donc ils se déplaçaient. On jouait une fois tous les 15 jours. Et en fait, voilà, on était réellement dans l'amusement, sans forcément parler de compétition, mais un petit peu quand même parce qu'il y avait des matchs. Mais comme on avait moins d'effectifs, eh ben, on a moins. Les matchs, c'était plutôt que des plateaux, donc c'était moins souvent, quoi. Et enfin, au Basket Club Rochelin, donc eux, j'avais les U11, U9, U11 garçons, U11 filles. On avait 22 enfants, on était 3 éducateurs en général, parce qu'on avait en fait un éducateur qui tournait toutes les semaines quasiment. Et on a incité un maximum de gens. On a fini avec 6 ou 7 éducateurs à la fin d'année. Et donc là, on a ouvert sur une seule plage horaire, donc du mercredi après-midi de 2h à 17h30, où on pouvait voir tout le monde. On avait des mix au niveau des effectifs, donc on jouait filles et garçons ensemble. On avait la possibilité de surclasser certains éléments, ce qui a fait qu'il y a plusieurs U11 qui ont joué en U13. On avait la possibilité de doubler les entraînements parce qu'on avait U7, U9, U11, U13 à la suite. Et on essayait d'inscrire sur des championnats plateaux de manière à pouvoir entre guillemets, gérer tout ça et faire avancer au maximum les enfants. Voilà. Donc voilà un petit peu l'expertise terrain, ce que je pouvais vous apporter. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir écouté, j'espère, l'intégralité ou en tout cas une partie de l'intervention. Je remercie Aziz Karwash pour son excellent travail et pour son invitation et merci beaucoup. Merci à tous d'avoir visionné. Merci à toutes les personnes qui me permettent d'avancer et d'échanger. Merci à la structure Moroccan Basketball Coach Association pour l'invitation. Je suis joignable par mail, donc vous l'avez à l'écran. Facebook sur la page Connexion Sport, Serafini Connexion Sport. Instagram sur SF Connexion Sport. YouTube et le site internet. Voilà. J'espère avoir été complet et intéressant. Voilà. Et puis en tout cas, maintenant, c'est le temps d'échange. Donc, n'hésitez pas. Avec grand plaisir, je répondrai à toutes les questions et tous les échanges possibles. Voilà. Merci, coach Florian. C'était vraiment très intéressant. Je crois que vous avez fait le tour depuis l'entraînement de tous les aspects physiques et psychologiques, moteurs, jusqu'à management d'équipe, management des événements pour les U11. Et vous nous avez fait un bonus en allant vers un petit peu les U13 et ainsi de suite. Là, j'ai des petites questions, si vous me permettez, de poser afin de répondre aux questions de nos coachs. La première question est la suivante. Qui dit concentration, qui dit coordination, dit la concentration. Et nos enfants ont des difficultés de concentration au cours des séances d'entraînement. Comment peut-on remédier à ça? Alors, la première chose qu'on peut essayer de faire par rapport à ça, c'est de leur donner, en fait, on va dire, de faire travailler la coordination dans un jeu. C'est-à-dire que quand on parle de coordination, il y a la coordination mentale et la coordination physique. Et les mettre, en fait, à l'intérieur d'un jeu, pardon, ça va permettre, en fait, de les concentrer et de leur permettre de se développer. Un exercice vraiment très simple, on leur demande, pour les connecter, on leur demande de prendre un ballon, on leur fait faire 2 dribbles l'un après l'autre, et puis on va leur demander, à la suite de ces dribbles, de monter un genou, par exemple, de remettre 2 dribbles. Voilà, donc vraiment essayer de toujours être dans l'aspect ludique, de jouer avec eux, des fois le faire avec eux, leur donner cette imagerie, comme je disais tout à l'heure, par exemple, sur le tir en course, d'avoir ce fil entre le coude et le genou, et de leur permettre en fait de toujours s'amuser. C'est ce qui va permettre de les connecter, et une fois qu'ils sont connectés, on va pouvoir travailler. D'accord. Je passe à la question suivante. Généralement, dans cette catégorie des U11 et moins,
les enfants sont un petit peu attirés par la balle, ce que vous avez bien manifesté tout à l'heure, phénomène de grappe. Comment, selon vous, coach Florian, avec toute l'expérience derrière et tout, vous arrivez à remédier à ce phénomène-là de grappe en éclatant la grappe? Alors, ce que j'aime bien faire, mais après, ce n'est pas possible dans tous les gymnases parce que des fois, on ne peut pas le faire, mais c'est mettre du scotch au sol. C'est-à-dire créer avec du scotch trois couloirs de course ou 5 couloirs de course, peu importe la philosophie de chaque entraîneur. Et en fait, expliquer que le couloir central qui est entre les deux scotch est réservé au ballon et les couloirs latéraux sont réservés aux joueurs sans ballon. Et donc, inciter régulièrement à venir en fait se placer derrière les scotch par rapport à mon statut. Est-ce que j'ai le ballon? Est-ce que je n'ai pas le ballon? Leur expliquer également que plus ils vont être très larges et plus ils vont être loin du ballon, plus ils risquent d'avoir le ballon. Donc, par des jeux. Un jeu tout simple que je peux avoir là comme ça dans la tête. On met 3 joueurs l'un à côté de l'autre. On met 3 défenseurs avec eux. Ce qu'on fait, c'est qu'on met les 3 défenseurs avec eux. On essaie de se coller au maximum. Plus ils sont collés, moins ils vont pouvoir se faire des passes. Plus ils vont être espacés, plus ils vont pouvoir se faire des passes. Voilà. Et leur expliquer, ramener toujours le côté spacing qui va permettre, en fait, avec ce spacing-là, de pouvoir se partager la balle, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre des scotch au sol ou des plots ou quelque chose qui vraiment quadrille et va sécuriser l'enfant, en fait, parce qu'il se dit, quand je n'ai pas le ballon, si je cours dans cet espace-là, je vais pouvoir le recevoir. D'accord. Cette notion de spacing, il nous ramène un petit peu le fameux coach Ettore Messina qui aime beaucoup ce concept de spacing et timing. Là, je bascule sur une autre question. Sur cette catégorie-là, il y a un petit peu cet attachement parental aux enfants, c'est-à-dire comment vous, en tant que coach et toute l'expérience que vous avez derrière, vous arrivez à gérer cette liaison parentale entre papa, maman et leur petit U11 sur terrain pour les rassurer, les conforter sur l'évolution de leurs joueurs et qu'il est entre de bonnes mains ou dans une phase d'évolution positive. Alors, on a trois situations. La première situation, c'est que j'ai eu un entraîneur que je salue, Jean Morabito, qui m'a entraîné sur ces catégories-là, enfin U11, U13, et qui, lui, nous demandait à nos parents en fait, de quitter le gymnase. C'est-à-dire que nos parents venaient nous déposer dans le gymnase et venaient nous chercher à la fin. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est ce que nous, on essaie de préconiser, c'est comment on essaye d'inciter les parents à venir au maximum sur le terrain. Donc, on les autorise forcément. On leur dit que, voilà, par contre, pendant l'entraînement, il n'y a aucun passage visuel ou aucun passage de langage verbal. C'est-à-dire que déjà, ce qu'on fait, c'est que les bouteilles d'eau, on les met de l'autre côté. Les enfants n'ont pas de contact avec leurs parents pendant l'entraînement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des bilans. On fait des bilans tout au long de l'année. On fait un bilan en début de saison, en milieu de saison et en fin de saison. Et si jamais il y a vraiment un enfant individuellement qu'il faut aller plus loin, on va rentrer en contact avec ce parent-là pour pouvoir échanger. Et le troisième cas de figure, c'est comme les parents sont on va dire, essentiels aux jeunes catégories, on va les mettre, en fait, on va les mettre en confiance, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer que tout ce qu'on va faire, ça va être dans l'intérêt de leur enfant. Et donc, ils n'ont pas besoin de repasser derrière, on va dire, sur le point de vue basket. C'est-à-dire que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on disait à nos enfants, dès qu'ils sortent du match ou qu'ils sortent de l'entraînement, ils ne parlent pas de basket avec leurs parents. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que dans la voiture, on l'a tous fait. Le papa ou la maman, il va dire, voilà, si aujourd'hui tu marques 3 paniers, allez, je te paye, je ne sais pas moi, un jouet, un McDo, quelque chose. Et en fait, l'intérêt, enfin, l'objectif, ça va être pas de scinder le lien, mais de le rétrécir au maximum pour pouvoir vraiment être le seul repère quand ils sont dans le gymnase. D'accord. Là, j'ai une petite proposition du coach David Ducher. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Ouais, salut David. Ouais, il est là, il est bien présent. Il s'est permis même de nous faire une petite proposition. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Il vous dit quand un ou deux joueuses attaquants se rapprochent trop du porteur, je fais faire 3 pompes à mes U13 pour les obliger à garder du spacing. Qu'est-ce que tu penses, coach? Bah, écoute, sincèrement, c'est comment dire, ça c'est l'école un peu du côté Est, tu vois. David, il écoute beaucoup
Il regarde beaucoup de vidéos côté Est, là. Et en fait, il n'a pas forcément tort sur le fond. C'est-à-dire que de donner cette carotte, en fait, ça va permettre aux enfants de bien comprendre que ce n'est pas ce qu'on demande. Maintenant, attention, David, aux pompes. Parce que tes filles, essentiellement, elles sont en formation, enfin, elles sont en train de se construire. Attention à ne pas faire des pompes, des pompes de U15 ou U17 sans les genoux tout seul. Hein, parce que tu peux les abîmer un petit peu. Maintenant, par contre, l'idée est bonne. Mais trouver autre chose qu'une sanction, en fait. On va essayer de trouver quelque chose qui va leur permettre de se sentir un peu plus en confiance et peut-être être un peu plus pédagogue que des pompes. Mais attention, je le fais aussi par moment en U13. Hein. Je l'ai déjà fait et je le ferai. Enfin, c'est la solution, on va dire, de facilité. Mais peut-être il faut qu'on réfléchisse à autre chose que la sanction. D'accord. Moi, je suis un petit peu très, très méfiant par rapport à cette notion de pompe parce que un petit peu avec la fragilité musculaire et osseuse des jeunes enfants, bon, on ne veut pas être sur des sensibilités ou sur des risques futurs. Mais bon, je suis un petit peu très sensible par rapport à ça. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il faut qu'on fasse attention parce qu'ils sont en pleine croissance et il ne faudrait pas qu'un mauvais mouvement ou une mauvaise chose qui a été effectuée les abîme par la suite. D'accord. Là, vous avez une question dans notre coach. C'est que à quel degré peut-on être tolérant à l'égard des enfants? Tant qu'ils ne transgressent pas Alors, attends, je vais revenir sur la diapo sur l'école de la vie. Voilà. Tant qu'ils ne transgressent pas. Alors après, c'est par rapport à la tolérance, par rapport à l'aspect basket ou par rapport à l'aspect comportemental? Je crois que là, le coach, il parle par rapport à des joueurs qui sont doués. Ils ont un certain talent, ils veulent progresser. Est-ce que vous allez favoriser cette progression ou vous allez la cadrer? C'est sa question là. Ah non, il faut absolument, il faut les booster au maximum. Tant qu'ils ne dépassent pas tu vois, les 5 critères que j'ai donnés sur l'école de la vie, tant qu'ils ne dépassent pas ça, il faut les amener au maximum. C'est-à-dire qu'il faut leur toujours donner du contenu en plus. C'est-à-dire qu'un gamin tu sens qu'il est doué, qu'il est capable de faire des DJ en U11, d'être capable de finir avec des effets sur les tirs, d'être capable de lâcher une passe dans le bon timing, il faut aller le chercher encore plus loin. Il faut le pousser, il faut lui donner des situations pédagogiques qui vont le faire avancer au maximum. Mais toujours en gardant à l'esprit que cet enfant-là, c'est un enfant en fait. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier, surtout généralement en sélection. On se dit, en fait, on a affaire à des joueurs qui doivent savoir tout faire. Et en fait, ils ne savent pas tout faire parce qu'ils sont jeunes. D'accord, coach. Sur ces catégories de U11, faites-vous des différences par rapport aux filles et garçons? Est-ce qu'il y a une certaine différenciation en termes d'attitude, comportement envers ces enfants de sexe féminin ou vous les traitez de la même façon? Aucune. On fait la même chose. La seule chose qui peut, à la rigueur, différer, c'est par rapport aux genoux, tu sais, par rapport au valgus et au valgum. Et juste faire attention aux postures par rapport aux genoux. Mais sinon, on fait le même travail. On va les former de la même manière. D'accord. Une dernière question. Un jour, la Moroccan Basketball Association vous invite à venir faire une séance pratique au Maroc. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Avec grand plaisir. D'accord. Florian, au nom de l'Association marocaine des coachs de basketball, je tiens à vous remercier infiniment pour ce contenu consistant. J'espère de tout cœur que ça ne va pas être le dernier. Ce n'est que le début de beaucoup de belles choses entre nous. Certainement, à travers ces questions-là, je crois les gens qui ont pu suivre, ils sont satisfaits à travers de ces commentaires que j'ai pu décrocher sur la page Facebook. Je te souhaite bonne continuité dans votre parcours. On se tient au courant pour des futures activités au sein de l'association. Et encore une fois, merci beaucoup et à bientôt. Je vous laisse le plaisir de donner votre dernier mot. Eh ben, merci à toi de m'avoir invité et merci à toute l'association qui m'a reçu aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé et puis je reste largement accessible pour toute autre question ou toute autre remarque. Et c'était vraiment sympa et c'était un exercice qui n'est pas forcément évident parce qu'en général, quand on fait ce genre d'intervention, on a un retour direct et là, on l'a à la fin. Et c'est hyper intéressant. C'est vraiment top. Merci beaucoup en tout cas.
On a essayé un petit peu, Florian, de faire du tic au tac et en même temps, comme disait Mitterrand, et tu l'as bien répété, c'est un petit peu donner du temps au temps. Ça, c'est génial. J'espère que c'est une grande ouverture pour des projets futurs. Je vous souhaite encore une fois bon courage et au nom de l'Association marocaine des coachs de basketball, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt, mon cher Florian. Merci à toi. Bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt.